Ok, c'est parti. Alors, pour ce soir, on va voir un deuxième cas décortiqué un peu à la loupe, qui s'appelle Bien maîtriser notre business model cible. Donc, il s'agit d'un accompagnement d'un comité de direction pendant une journée avec 10 personnes. Euh, je vais vous raconter un peu le contexte et puis je remonterai sur le Canva ensuite. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bah, c'est en fait, on est dans une sorte de start-up, je ne sais plus comment, une spin-off, on appellerait ça une spin-off, je pense que c'est ça le bon terme, d'un grand groupe de retail euh, qui a créé une filiale pour commercialiser des services à l'extérieur. Donc on est dans un secteur très, très techno, euh, où l'on dise un peu plus, je pense, pour qu'on comprenne. En fait, il s'agit d'une activité de paiement par carte, une sorte ouais, si on est dans le paiement. Et c'est dans un groupe retail qui, en fait, a décidé de se dire, mais finalement, nous, notre activité paiement, en fait, on peut la vendre à des tiers, quoi. Voilà. Et donc, on est dans un marché qui est plutôt porteur, mais qui, évidemment, n'attend pas ce nouvel acteur. Il y a plein de concurrents et il y a la question de la place à occuper. Et donc, là, on est à peu près 1 an et demi après le démarrage de cette filiale et la DG veut s'assurer d'un bon alignement de son équipe de direction sur le business model à mettre en œuvre. Il n'y a pas de problème relationnel au sein de l'équipe, donc on n'est pas du tout dans l'enjeu de confiance. Je dirais, on est proche de l'enjeu de vision, mais pas au sens aspirationnel, mais vraiment au sens business du terme. C'est-à-dire, quel est le business qu'on veut faire tourner, quoi. Euh, voilà. Et en fait, il y a pas mal de gens dans l'équipe qui sont pas très convaincus, qui sont un peu des vieux de la vieille, donc qui sont pas très convaincus par le business model cible, ce qu'on appelait le business model cible. Et puis il y en a d'autres qui sont là et qui viennent d'arriver, qui eux sont très convaincus. Voilà. Donc ça, c'est le contexte général. Et le mot-clé, c'est alignement. Alignement dans la compréhension du business qu'on est en train de créer, qu'on est en train de créer. Voilà. Alors, le cadrage. Bah, d'abord le titre, hein, bien maîtriser notre business model cible. Je crois qu'il se passe de commentaires. Simple, efficace, sans fioriture. Le point de départ, je viens de l'évoquer, hein. On a des très anciens et des tout nouveaux, des scepticismes chez les anciens. On est dans le contexte d'un plan stratégique très ambitieux, donc voilà, cet alignement au sein du CODIR, il est important. Et puis, on a des gens qui sont plutôt participatifs. Quand je les vois en amont, voilà, il n'y a pas de frein à la participation. Donc, on a plutôt les bonnes conditions sur un plan humain. Voilà, l'objectif, le point d'arrivée, bah, c'est assez simple, que le business model soit bien compris par chacun, et puis que ça ait renforcé la cohésion au sein de l'équipe. Zone d'ennui, bah, éviter le top-down trop sophistiqué. Dans cette mission, moi, je suis embarqué par un cabinet de conseil partenaire qui fait euh, du conseil en organisation et en stratégie. Et donc, le risque qui est identifié ici, il est un peu lié à ce contexte, quoi. C'est-à-dire que si on vient me chercher, notamment si le cabinet partenaire propose mon intervention, c'est parce qu'il voit bien que le sujet n'est pas de faire des belles présentations. En fait, c'est un autre sujet, quoi. C'est un sujet vraiment d'appropriation, de jouer avec le modèle. Et puis, une autre zone d'ennui, c'est se perdre dans les détails du business model. On peut assez vite enfin, on peut assez vite se perdre quand on fait ça et finalement perdre de la hauteur de vue, quoi. Voilà. Et puis, zone d'angoisse qui concerne plutôt les plus anciens, c'est ne pas pouvoir simplement dire leurs doutes. Voilà. Donc, finalement, ne pas avoir pu poser les risques sur la table. Alors voilà. Et ce qui est le plus intéressant dans ce cas, c'est de comprendre comment on s'y est pris, et puis notamment ensuite, je ferai un focus sur une partie de l'animation quand on doit créer de la convergence, euh, quand on doit, comment dire, converger sur quelque chose qui a déjà été préparé. Voilà, je ferai un zoom là-dessus. Alors, les mots-clés, c'est business model et c'est bien maîtrisé. Donc, business model, de fait, on a choisi un outil dont on a déjà abondamment parlé dans le livre, qui s'appelle le Business Model Canva. Je rappelle de quoi il s'agit, hein. C'est cet outil qui permet de... C'est un Canva, on aime beaucoup les Canvas. Moi, c'est le premier que j'ai été amené à utiliser. Et voilà, un Canva, c'est un outil visuel. Le Business Model Canva, il a 9 cases qui permettent de décrire un business. Voilà.
avec sa proposition de valeur, ses segments de clientèle, ses canaux de distribution, la relation client, bref, je ne rentrerai pas dans le détail. Et c'est un outil qui permet de parler et d'avoir sous les yeux toutes les informations et d'avoir une bonne vision de la dynamique du business d'une structure. Voilà, donc on a choisi cet outil-là dès le début, quoi, de façon assez évidente. Et la chose un peu audacieuse qu'on a faite, c'est que on s'est dit, mais comme il s'agit de se représenter notre business, d'habitude, on colle des post-it dans un canevas. Et ben là, on a choisi un deuxième outil pour que ce soit vivant et profond, pour que la réflexion soit profonde. On a choisi de représenter les choses avec Lego Serious Play. Donc, Lego Serious Play, c'est un outil très sérieux, comme son nom l'indique. Ça s'écrit comme ça, Lego Serious Play. Voilà. Et qui utilise des briques Lego pour construire des métaphores. Et c'est un langage, hein, Lego Serious Play, c'est rien d'autre qu'un langage, mais qui permet de dire les choses en 3D de façon très riche, en représentant des métaphores. Et donc voilà, donc on a choisi ces deux outils en se disant, bah, et je l'avais déjà fait dans un autre contexte, hein, je vais vous montrer une vidéo d'un autre contexte. Bah, on va utiliser, au lieu de mettre des post-it dans notre business model Canva, on va utiliser des Lego. Voilà, je vous fais le design vite fait. Bon, un petit temps d'ouverture assez classique. Le mot du leader qui dit. Alors, au passage, hein, c'est quoi le mot du leader? C'est un peu toujours la même chose. C'est bonjour, bienvenue. Et puis l'état d'esprit dans lequel bonjour, bienvenue. L'objectif, pourquoi on est réunis. Voilà, pourquoi on est là. L'intention, la finalité, le sens, ce que vous voulez. Et puis l'état d'esprit dans lequel je souhaite qu'on travaille. Voilà, moi, je donne toujours ces petites indications. Et surtout, ne rentrez pas dans l'agenda, c'est mon affaire. Voilà. Mais surtout, dites pourquoi on est réunis et dans quel état d'esprit vous voulez qu'on travaille. Alors, euh, on a eu une séquence, donc vous avez compris qu'il y a des gens qui étaient assez récents. Donc, on s'est dit, on a un petit enjeu de renforcer la cohésion du groupe. Petit, parce que la cohésion n'est pas problématique. Et du coup, on s'est servi de ce prétexte, entre guillemets, pour apprendre l'Ego Serious Play. Donc, il y a un exercice qui consiste à représenter son identité professionnelle à travers un modèle un modèle Lego qu'on construit. Et donc, on a fait ça. Voilà. Et on voit les gens se présentent leur modèle et c'est un substitut, c'est un équivalent du blason, mais en Lego. Voilà. Qui permet de mieux se connaître. Donc, on a fait ça. Ça nous a fait notre fameux skills building, construire la compétence, hein. On a déjà beaucoup parlé de ça aussi. Donc, quand on fait ça, apprendre l'Ego Sales Play, en fait, on construit la compétence dont on aura besoin ici. Vous voyez. Donc, ça illustre bien le fait que dans un séminaire, la plupart du temps, les différentes étapes du design permettent de construire des compétences utiles soit pendant le séminaire, soit au-delà. Et finalement, c'est une bonne façon de voir le design aussi. Donc, on apprend l'Ego Sales Play, on l'utilise une première fois, et puis ensuite, on apprend l'outil Business Model Canva, qui est un outil faussement simple. Donc là, il y a tout un travail qui est assez codé, hein. Voilà, tout ça, c'est une séquence de skills building qui consiste, donc il y a une petite vidéo d'introduction du modèle, de l'outil, puis ensuite un cas illustratif avec Nespresso que tout le monde connaît, et puis ensuite un petit exercice de reconstitution où il s'agit de remettre des étiquettes dans les bonnes cases du business à travers de Airbnb, qui est aussi un cas que tout le monde peut se figurer. Donc là, on est juste dans l'apprentissage de l'outil Business Model Canva qu'on va utiliser. Donc là, on sent tout ça. Là, on construit la compétence pour l'intégralité de cette séquence. On fait le skills building pour l'intégralité de cette séquence. Et donc, ensuite, le cœur du travail, et ça nous a pris bien la moitié de la journée, c'est cette séquence représenter notre business model Canva cible. On aurait pu écrire, on aurait pu ajouter, c'est une évidence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'avais demandé à la DG de faire le travail en amont pour pas qu'on parte à blanc. C'est assez compliqué de partir à blanc sur un canevas, en tout cas dans le temps qu'on avait. Et donc, j'avais demandé de le préparer avec sa compréhension du BMC et en sachant que ce serait modifié. Et que ce serait modifié jusqu'à ce qu'on soit complètement aligné
est complètement d'accord sur la description du business model. Et c'est intéressant, c'est ça qu'on va voir ensuite dans les... C'est là-dessus que je ferai un zoom tout à l'heure, c'est mais comment est-ce qu'on fait quand il y a un travail qui a été préparé en amont, c'est le cas, et pour obtenir cet alignement complet. Je vais vraiment rentrer dans le détail de ça en termes de facilitation. Et puis ensuite, donc là, on avait un business model avec des post-it, OK? Donc je refais mon canevas, là, hop. Donc là, il y a des post-it, OK, des post-it collés, machin dans les cases, très bien. On est aligné sur ces post-it, et ensuite, deuxième étape, deuxième effet qui se coule, on remplace les post-it par des modèles Lego qui donnent plus d'informations. Hop, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais voilà. OK, donc là, on remplace ces machins, on fait des modèles Lego pour chacun des post-it. Chacun des post-it est remplacé par un modèle Lego. Dans le livre design de séminaire, c'est... Non, je ne sais plus où est-ce que c'est présenté. C'est peut-être dans Bâtir une vision. On présente ce processus et cette variante qui consiste à remplacer par des modèles Lego. Et puis enfin, on termine, hop, on a remplacé, et enfin, on termine comme livrable par une prise vidéo avec un iPhone, hein, tout simplement. Alors, je crois que c'était dans les premières fois que je commençais à faire des vidéos storytelling. Et donc là, on a le modèle qui est sur la table. OK. Voilà, on a le business model là. D'accord, peu importe les cases. Et puis, hop là, on filme ça. Et quand on filme, je vous montrerai, quand on filme un storytelling de Canva ou de Lego, etc., l'idée, c'est vraiment de zoomer sur ce que les gens sont en train de raconter, sont en train de pointer du doigt. Donc, on a quelqu'un qui fait le storytelling, là, j'essaie de représenter une main, et qui montre quelque chose, et celui qui fait la vidéo, vraiment, il zoome sur le doigt qui est en train de pointer tel ou tel aspect, et c'était ça notre livrable. Et puis ensuite, on a eu une petite clôture avec un dernier modèle Lego, où chacun a partagé son état d'esprit. Alors voilà, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Le cadrage, je vous invite à le lire dans le livre. Il est, voilà, j'ai déjà expliqué avec le Canva. Et j'essaie de voir si dans l'architecture, qu'est-ce qui a présidé. L'architecture, c'est vraiment ça, c'est quelle modalité je vais choisir pour répondre au cadrage qui est... voilà, comment je vais faire, quoi. Comment je vais répondre, comment je vais passer du point de départ au point d'arrivée sans que les gens s'ennuient ni qu'ils s'angoissent. Et donc là, bah, l'idée générale, c'est table d'état-major, quoi. Et on veut quelque chose qu'on puisse manipuler, poser sur la table et qui nous permette de discuter et de construire l'alignement dont on a besoin. C'est vachement important cet aspect de... Moi, j'ai beaucoup d'énergie en ce moment là-dessus sur l'aspect des outils visuels et pourquoi est-ce qu'on a autant besoin, pourquoi est-ce qu'on se sert autant d'outils visuels, pourquoi est-ce qu'on se sert autant chez la Boétie, autant de Canva, pourquoi on aime autant les Canvas, pourquoi est-ce qu'on met les Canvas sur la table plutôt que sur un paperboard et à quoi ça sert du point de vue de l'intelligence? En fait, ça aide à passer vraiment des mots à une représentation partagée, quoi. Des mots de chacun, une représentation partagée. Donc, bref, je choisis le business model qui répond bien au sujet. Et puis, il a été précisément conçu pour ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et j'ajoute Lego Serious Play pour renforcer la dimension visuelle, aller plus loin. Voilà. Et là, de façon un peu secondaire, vous voyez, il y a marqué habilement le sujet de la cohésion, de mieux se connaître, est traité dans la phase d'apprentissage de Lego Serious Play comme étant un prétexte. Mais en fait, ça construit aussi, ça aussi construit de la cohésion. Voilà. J'ai présenté les séquences. Voilà. Je regarde si j'ai oublié des choses. Non. Représenter. Alors voilà. Donc là, on a la fameuse séquence de représentation du business model. Donc, en fait, ouais, et dont je vais parler dans la facilitation. Donc, représenter notre business model. La directrice générale présente sa vision avec des post-it qu'elle a préparés en amont, qu'elle colle au fur et à mesure sur le canevas qui est posé sur la table. Cette phrase est très importante. Quand on présente quelque chose à travers un canevas, il y a un truc qui est absolument interdit, c'est d'avoir fait ça, vous voyez, hop, coller plein de trucs, ok, tac, 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 je mets plein de post-it exprès, et je vous dessine ce que j'ai appris, phrase, je trouve la phrase géniale. Donc là, il y a un pimpin qui présente le truc et qui maîtrise, hein, parce que lui, il dit, bah, regardez,
Voilà, et puis je vous raconte. Et vous avez tous ces post-it sous les yeux. Et en fait, là, ici, là, pour eux, OK, c'est comme ça s'appelle un cognitive murder, crime cognitif. Autrement dit, j'ai trop d'informations. OK, donc moi, je suis rouge. Ça me va pas du tout, quoi. J'ai trop d'informations sous les yeux. C'est interdit de faire ça, de tout présenter en bloc. OK? Donc la bonne façon de présenter un canevas, je fais un petit aparté là-dessus, c'est pas ça. La bonne façon de présenter un canevas, hop, je fais un peu machine arrière. OK? Tac, tac, tac. Hop, j'efface tous les post-it. Hop, hop, voilà. Et là, je remets le même pimpin et il vient de coller un post-it. Voilà. Et il raconte ce post-it. Et il a un ordre. Il sait dans quel ordre il va coller ses post-it. OK? Et donc, il raconte ce post-it. Et puis ensuite, une fois qu'il a raconté le post-it numéro un, si c'est le post-it numéro un, ensuite, il va coller le post-it numéro 2, qui est dans la... car il raconte son histoire, quoi. OK? Et les participants voient apparaître un par un, une par une, chaque pièce du puzzle. Ils n'ont pas tout d'un coup. Et donc, là, c'est digeste et acceptable. C'est vachement important, ce truc-là. Voilà. Paf, paf. Alors, l'animation maintenant, hein. Chacun des cas, c'est à chaque fois découpé cadrage, architecture, animation. Ça respecte les trois temps, trois postures. Donc, deux outils faussement simples, choisis avec soin et articulés avec soin pour répondre aux besoins de l'équipe, le BMC et l'ego. Donc, en fait, le mot-clé, c'est vraiment le fait de faire le skills building. C'est ce qui est écrit ici. Donc, dans ces cas-là, on prend la casquette de formateur. Donc, on déroule finalement des séquences de formation. Formation à des outils que les gens vont utiliser. OK? Et donc, l'enjeu, c'est que les participants maîtrisent l'outil pour être en mesure de l'utiliser. Voilà. C'est plus facile, ça, c'est un petit point qui a l'air de rien, mais c'est plus facile à faire quand on s'appuie sur un outil qui est incontestable et qui est totalement indépendant de l'animateur. Donc, en l'occurrence, Business Model Canva, quand vous animez une formation, un skills building business model Canva, vous pouvez dire sans rougir que l'outil a fait le tour du monde, qu'il est utilisé par des milliers d'entreprises et que vous trouverez plein de ressources sur le web dessus. Et du coup, les gens ne vont pas questionner votre légitimité, enfin la légitimité de l'outil, quoi. OK? Et ça permet, moi, formateur, de consacrer mon temps, de consacrer mon énergie à transmettre et pas à justifier la pertinence de l'outil. Je trouve ça vachement intéressant. Donc, il faut toujours se méfier quand on construit des outils, regarder s'il n'y a pas déjà un truc qui existe et qui est solide. Voilà, bah, c'est ce que je viens d'écrire là. Ok, d'ailleurs, si ça vous intéresse, BMC, vous allez voir Strategizer. Ok. Et maintenant, je vais parler de la fameuse animation de la séquence de convergence. Donc, modifier le business model jusqu'à alignement complet. Vous voyez, les mots sont forts, hein. Et je vais vous décrire cette séquence. Je vais essayer de vous immerger. Donc, l'ADG vient de présenter sa vision du business model avec des post-it qu'elle avait préparés. Elle les a collés un par un, comme j'ai expliqué. Le reste de l'équipe a écouté attentivement. Tout le monde est assis autour de la table et il s'agit maintenant de converger, c'est-à-dire de modifier les post-it, d'en ajouter, d'en supprimer jusqu'à accord de tous. Et donc, on est dans une séquence de co-construction, entre guillemets, à partir d'une pièce à casser préparée et présentée par le leader. Et du coup, il faut composer avec trois objectifs. Que chacun puisse exprimer ses incompréhensions, suggestions, propositions. Première chose, que la DG garde la main et qu'elle soit 100% à l'aise avec le résultat final et qu'on ne s'écarte pas du cadre défini par l'outil. Et donc, je vous explique comment on fait, comment j'ai fait dans ce cas-là. La première chose, c'est que c'est moi qui ai la main sur les post-it. Donc, concrètement, je maîtrise totalement, c'est en lien avec ce deuxième objectif, je maîtrise le bon usage de l'outil et je soulage la DG pour qu'elle puisse se concentrer sur l'échange avec le groupe. Et donc, c'est des petites choses qui ont l'air de rien, mais l'ADG, elle est dans son job de vérifier, de s'assurer, de valider, vous voyez, de discuter. Et moi, c'est mon job d'écrire. Et quand je sens que le truc est mûr, moi, je garde le pouvoir sur le processus parce que c'est moi qui ai les post-it en main.
mais je suis au service de leurs échanges. OK? Mais je garde le pouvoir sur le processus. Et donc, comment on fait? Bah, tout simplement, on a passé en revue chacune des 9 cases du Business Model Canva et on a discuté autant que nécessaire en partant des post-it jaunes, des post-it qui sont collés par les participants. Je vais chercher ceux qui s'expriment le moins et j'évite de parler inutilement pour les laisser converger entre eux. Il y a des moments où c'est un peu inconfortable, vous voyez, où ça discute, où il y a des petits temps de silence, machin, etc. Mais si ça circule bien, c'est-à-dire s'ils sont dedans, si je vois qu'ils sont dedans, mon indicateur, c'est de vérifier qu'ils sont tous concentrés sur le travail et qu'ils interviennent, voilà, que je vois qu'il n'y en a pas un qui sort du jeu, quoi. Et ben, je fais rien en fait, je les laisse avancer. Par contre, quand il y a une formulation qui me semble mûre, et ça c'est mon expertise dans l'outil qui me permet de dire ça, à la fois mon expertise dans l'outil et mon expertise dans l'observation du groupe, et je sens qu'il y en a un qui dit un truc et je vois que les autres, un peu silencieusement, ils acquiescent, et ben, je la verbalise, je la note sur le post-it et je vérifie que ça fonctionne et je la colle. OK? Et, et si jamais on n'est pas tout à fait bien, je préfère même faire progresser une formulation en disant, OK, on la laisse comme ça pour l'instant, on verra si on revient dessus plus tard. Vous voyez, pour éviter qu'on s'enlise. Il faut éviter qu'on s'enlise, c'est ça le truc. Il y a quand même une cinquantaine de post-it, vous voyez, sur le truc. Et surtout, surtout, en aucun cas, je ne fais voter. Voilà. Et je ne sais pas complètement expliquer pourquoi. Enfin, je crois que l'idée, c'est... L'idée, si, je sais pourquoi. C'est quand on veut construire un alignement solide, fort, mais on construit du consensus. Et donc le consensus, ça demande du temps et de discuter. Et le vote, c'est ce qui permet de faire l'économie du temps. C'est qu'on n'a pas assez discuté. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de se mettre d'accord sur la formulation, sur la formulation de ces différents éléments du business model. Vous voyez, je ressens l'adhésion, et notamment celle de la DG, que j'observe beaucoup, évidemment. Lorsque quelqu'un exprime un désaccord ou un doute, je le questionne pour aller chercher sa bonne raison et l'intégrer dans la réflexion. Donc là, chercher les bonnes raisons. Voilà, ça fait partie des mantras de LBP. Et je vous invite à lire le magnifique ouvrage d'Emmanuel Mas sur ce sujet et qui a ce titre, Chercher les bonnes raisons. Et donc, généralement, les désaccords, ils sont fondés sur des bonnes raisons. Il faut aller les chercher, il faut réussir à attraper. Donc là, ça demande d'aller chercher les gens. Alors dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu dis ça? D'accord? Ah oui, si je prends bien c'est que, machin, hein. On remonte à la bonne raison et on se débrouille pour intégrer la bonne raison. Voilà. Et quand c'est terminé, après un certain temps qui est difficile à évaluer à l'avance, vous voyez, c'est le genre de process où on va se dire ça va durer entre 30 minutes à 2 heures, quoi. Donc c'est compliqué là Et ben, quand on a fini, je repasse tout en vue et j'interroge aléatoirement les participants pour qu'ils réexpliquent tel ou tel post-it. Donc, je leur dis, attends, ça voulait dire quoi déjà? Toi là, ça voulait dire quoi? Et ça fait que chacun est obligé enfin, sent qu'il doit être capable d'expliquer le business model dans sa globalité. Voilà. Bonne orientation, cherchez le 14 sur 20 plutôt que le 18 sur 20. Autrement dit, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Alors, j'ai quand même envie de vous montrer, je pense que c'est intéressant. Il se trouve que j'ai un autre séminaire, c'est pas celui dont on parle là, mais c'est quand même intéressant. Hop. J'espère que ça a marché le partage. Aude, si tu peux, tu pourras me dire si ça marche quand je partagerai. Hop, est-ce que ça marche là? On voit des gens? Oui, tout à fait, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, c'est juste pour qu'on voit business model et Lego. Alors, hop, je vais désactiver. Je vais couper le son. OK. Et je vais essayer de déplacer ma barre. On ne pourra peut-être pas regarder tout. On va se concentrer. Voyons, j'ai des trucs qui se. Voilà. Voilà, là, ça c'est Lego. OK, donc ça, c'est un apprentissage Lego. On l'a vu très rapidement. Et voilà. Donc ça, c'est un travail avec Lego Serious Play. Donc ils sont en train, là en l'occurrence, d'apprendre à l'utiliser. Et là, on voit le travail des Lego sur le business model Canva. Vous voyez, il y a les post-it des sujets, et puis il y a les modèles Lego qui représentent chaque sujet. Et en fait, dans un modèle, il y a énormément d'informations. Vous voyez, par exemple, sur l'activité clé de la conception,
bah, chaque chose de ce modèle a une signification. Alors, les modèles ne sont pas hyper sophistiqués, mais c'est beaucoup plus visuel que si on a des post-it, vous voyez. Et voilà, les usines, les machines, voilà, les différents éléments de la proposition de valeur, les canaux de distribution, les relations avec les clients, le flux de revenus. Voilà. Et du coup, ça nous donne un outil d'échange hyper robuste, quoi. Voilà. Donc, je voulais vous montrer quand même un exemple dans un autre contexte. Hop, je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement. Et puis, on verra si on fait un petit complément après l'échange. Ok, alors deux ajouts là, suite à la conversation avec Aude ce soir. Le premier, c'est en fait comment est-ce qu'on crée le climat qui permet justement de bien travailler sur une pièce à casser et d'oser dire non mais ça je comprends pas, ou alors ça c'est bullshit, ou alors donc d'oser casser ce qui a été préparé par son patron quand même. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire en amont ou pendant pour avoir ce climat-là? Donc moi en amont j'avais beaucoup préparé la DG, je lui avais enfin, tout simplement, je lui avais dit, bah voilà, je pense que c'est intéressant que c'est mieux de partir d'une version que tu auras préparée. En plus, ça va te familiariser avec l'outil. Mais il n'y a aucun problème si c'est pas parfait. Et donc, du coup, on va pas le revoir ensemble en amont. Et tu arriveras avec ça, mais ça veut dire que ça va être cassé par les autres. Et c'est ça d'ailleurs qui va permettre qu'ils s'approprient. Ah ouais, d'accord, pas de problème, je comprends. Et du coup, tu es prête à ce que ça bouge dans tous les sens. Ouais, aucun problème. Donc voilà. Et puis j'avais repéré que son tempérament le permettait. Et puis ensuite, les participants, au moment où elle a commencé sa présentation, je leur ai dit, voilà, votre DG a préparé un truc et on sait d'avance que c'est faux et qu'il va falloir le corriger. Donc c'est une pièce à casser et donc je compte sur vous pour le rendre correct, quoi. Voilà. On n'y a pas passé des heures carrées, on l'a pas regardé ensemble. Et donc voilà. Donc elle ne maîtrise pas mieux l'outil que vous. Voilà. Mais pour pas partir de la page blanche, qui aurait pris beaucoup de temps, elle a préparé. Et donc ça se lance. Et ensuite, la deuxième chose dont on discutait, c'est Voilà, ça aide à ce que chacun joue bien le jeu. Et puis ensuite, la deuxième chose dont on a parlé, c'est vrai que la posture, en fait, c'est un exercice un peu spécial où, moi, dans un exercice comme ça, je suis au cœur du processus, c'est-à-dire je suis vraiment avec eux. Et parce que je maîtrise l'outil à mort, et il n'est pas simple, l'outil. Il a l'air simple, mais il n'est pas simple. Il y a plein d'écueils, et donc, il faut vraiment descendre dans la fosse et être un espèce de garant méthodologique. Et donc, c'est pas du tout la même posture que dans un World Café, quand on lance, on a préparé des bonnes questions, et puis évidemment qu'on va pas regarder ce que les gens disent dans les tables. C'est pas notre sujet. Et donc là, c'est ces moments où on est, ouais, il y a quand même une posture de consultant aussi sur le fond, quoi. C'est-à-dire de les aider à utiliser un outil qu'ils maîtrisent moins bien et qui est vachement important pour eux. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Et donc à la prochaine fois, pour le prochain cas, j'arrête l'enregistrement.